Je n'ai pas commis tous ces actes par haine. Je n'ai jamais détesté personne. Je savais que j'étais malade ou démoniaque, ou les deux. J'aurais dû suivre les préceptes du Seigneur, mais je n'ai pas réussi et j'ai semé la mort. Bonjour, je suis Hill Harper. Jeffrey Dahmer est l'un des tueurs en série les plus sadiques et dangereux de ces dernières décennies. Au total, il a tué 17 jeunes hommes et leur a fait subir des sévices atroces. Il a réussi à échapper à la police pendant des années, en continuant à faire de nouvelles victimes. Personne ne le soupçonnait. Les juges, les agents de police, ses amis et même sa famille ne se doutaient de rien. En 1991, 12 hommes ont disparu sans qu'ils soient inquiétés. Un tueur en série marchait en liberté dans les rues de Milwaukee, à l'insu de tous. C'est ce que vous allez découvrir tout de suite dans Révélation. Milwaukee Emergency Operator 71. Okay, hi. There's this young man. He has been beaten up. He's very bruised up. And he has no clothes on. He was really hurt. Where is he at? On the corner of 25th and State. Une femme a appelé la police depuis son appartement. Elle leur a dit « Il y a un jeune homme nu dans la rue. » Des voisins inquiets sont venus pour voir s'il avait besoin d'aide. Il n'avait pas l'air de savoir où il était. Il errait dans la rue. On aurait dit qu'il était ivre ou drogué. He's unconscious right now? He getting him up. He is bruised up. Somebody must have jumped on him and stripped him or whatever. Les habitants du quartier étaient là. La police est arrivée. Tout le monde essayait de comprendre ce qu'il se passait. Et c'est là que Jeffrey Dahmer est apparu. Il nous a expliqué que son colocataire avait bu et qu'il s'était évanoui sur le canapé dans leur appartement. Il l'avait laissé là, puis s'était rendu dans une petite épicerie du quartier pour acheter de la bière ou des cigarettes. Dahmer a réussi à convaincre tout le monde que Conerak et lui étaient en couple et que c'était une relation consentie. Il a expliqué aux agents qu'il allait leur accompagner jusqu'à son appartement. Il leur a dit « Il a un peu bu, je vais le ramener chez nous. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. » Il mentait. En fait, ils venaient à peine de se rencontrer. Il lui avait proposé de l'argent pour qu'il le suive chez lui. Ce garçon avait été drogué et il essayait d'échapper à son agresseur. Conerak était dans un état comateux. Quand il est revenu à lui, il était déjà sorti de l'appartement et était dans la rue, complètement nu. En revenant de l'épicerie avec de l'alcool, Dahmer est tombé sur les policiers et sa victime. Il avait l'air calme. Il n'y avait rien dans son attitude qui pouvait laisser penser qu'il n'était pas aussi innocent qu'il paraissait. Les policiers les ont raccompagnés jusqu'à l'appartement et n'ont rien remarqué qui sorte de l'ordinaire. Les habits de Conerak étaient pliés sur le canapé. La décoration intérieure était vraiment simple et minimaliste. Mais rien ne donnait l'impression que quelque chose de suspect ou de violent s'y était produit. Ce soir-là, il a manipulé ses deux agents. Ils n'ont rien trouvé qui l'incrimine. Alors, ils lui ont simplement dit « Prenez soin de lui », puis ils sont repartis. Après le départ de la police, Dahmer a tué Conerak. Ils ont mené ce garçon à sa mort. Ils l'ont remis entre les mains de Jeffrey Dahmer, qui l'a tué avant de le démembrer. Conerak Sintasomphone n'avait que 14 ans et venait d'une famille de réfugiés laotiens. C'est le garçon qui avait été trouvé nu et couvert de sang en bas de chez Jeffrey Dahmer. L'enquête a révélé que les agents de police qui se sont rendus sur place ont manqué à leurs obligations. Ils n'ont pas procédé aux vérifications de base que requiert notre métier. Si la police avait vérifié l'identité de Dahmer, elle aurait découvert que c'était un délinquant sexuel en liberté surveillée, qui avait déjà agressé un jeune garçon. Et le plus incroyable, c'est que cette victime était le frère de Conerak. L'un des frères aînés de la victime avait été agressé sexuellement par Dahmer 3 ans plus tôt. Toute cette affaire était très étrange. Quelle est la probabilité pour qu'une telle coïncidence se produise?
Ce que la police ne savait pas à l'époque, c'est que Jeffrey Dahmer avait déjà commis plusieurs meurtres. S'ils étaient allés dans l'autre pièce, ils auraient découvert un cadavre. Alors que les policiers s'entretenaient avec Dahmer dans le salon, le corps de sa victime précédente se trouvait dans la pièce voisine. C'était quelqu'un de très calme, de très réservé. En le regardant et en discutant avec lui, on n'aurait jamais pu penser que c'était un tueur en série sanguinaire. Jeffrey Dahmer était un grand manipulateur. Il est probablement devenu comme ça parce qu'il savait que ses pensées étaient trop sombres pour être partagées. Il a commencé à fantasmer sur le fait de coucher avec des hommes morts ou inconscients. Jeffrey Dahmer était attiré par un certain type d'homme. Il voulait quelqu'un avec un beau visage, des muscles bien dessinés et en bonne forme physique. Quelqu'un qui l'accepterait comme il était, qui ne le forcerait pas à faire des choses qu'il ne voulait pas. Et qui le laisserait coucher avec lui toute la nuit sans s'enfuir. Dahmer avait des fantasmes malsains. Il voulait coucher avec des hommes ayant perdu connaissance ou morts. Mais au début, il a vraiment cherché un moyen de ne tuer personne. Il a essayé plusieurs choses. Il parcourait les notices nécrologiques des journaux à la recherche de jeunes hommes morts récemment. Puis, il essayait de les déterrer. Mais comme le sol était gelé, il n'a jamais réussi. Il a aussi tenté de voler un mannequin dans un grand magasin en se cachant à l'intérieur jusqu'à la fermeture. Il voulait que ce mannequin remplace une vraie personne et lui tienne compagnie. Il a essayé toutes les stratégies possibles pour trouver un substitut à ce partenaire consentant qui resterait avec lui et qui ne le quitterait jamais. Mais aucune de ces stratégies ne le satisfaisait. C'est là qu'il s'est mis à cibler des personnes vivantes. Il a changé ses plans. Il s'est mis à donner des sédatifs aux hommes qu'il trouvait séduisants. Quand il partait en soirée, Dahmer savait qu'il allait se mettre en quête d'une proie. Et pour la droguer, il préparait un mélange à base de médicaments. Il utilisait notamment des benzodiazépines comme le Valium. Il trouvait ses victimes dans des endroits variés. Des librairies pour adultes, des bars gays ou dans la rue. Pour faire ça, il faut déjà avoir des talents de manipulateur. Dahmer entamait la conversation avec des hommes. Il faisait connaissance, il leur posait des questions sur leur vie. Il déterminait s'il risquait de manquer à quelqu'un. Si l'un d'eux lui disait « ça fait des années que je n'ai pas parlé à ma famille », il savait que c'était la victime idéale. Quand il ramenait ses conquêtes chez lui, il leur proposait un verre et il les droguait. C'est ce qui lui permettait ensuite de pouvoir les contrôler. Il faisait ce qu'il voulait avec eux. Ils étaient totalement à sa merci. Il ne pouvait pas résister ou le rejeter. Il avait un besoin irrépressible de contrôler les autres. Pendant des années, il a séduit des hommes avant de les droguer. Mais en 1987, il a changé de mode opératoire. Il a attiré un homme dans sa chambre d'hôtel. Dahmer l'avait rencontré à Milwaukee. Il l'a ramené à l'hôtel Ambassador et ils ont couché ensemble. Puis il prétend avoir perdu la mémoire. Quand il s'est réveillé le lendemain matin, Stephen Twomey était étendu à côté de lui, mort. Plus tard, Dahmer a parlé de cette nuit-là dans l'émission de Stone Phillips. Il était à moitié en dehors du lit. Je ne me rappelle pas l'avoir battu à mort, mais je ne vois pas d'autre possibilité. Et j'ai recommencé. Et il vous était impossible de vous arrêter? Oui, c'est devenu une véritable obsession. Après avoir tué sa première victime, il a commencé à en chercher beaucoup d'autres. Il ne s'est plus arrêté. Il planifiait tout de A à Z, de sa façon de sélectionner les victimes au moyen d'effacer ses traces pour qu'on ne puisse pas le relier au meurtre. Il prévoyait tout. C'était quelqu'un qui vivait une double vie depuis son enfance.
Il donnait l'impression d'être normal, mais il avait de lourds secrets au fond de lui. C'est ce qu'il a déclaré dans des interviews. Je ne pense pas que parler de tout ça aurait changé grand-chose. Certaines pensées étaient beaucoup trop sombres pour que j'en parle avec qui que ce soit. Dès son enfance et son adolescence, il a développé une sorte de fascination morbide pour les squelettes et la dissection. C'est très troublant de savoir qu'il pensait déjà à ce genre de choses à l'époque, sans qu'on le sache. En exclusivité ce soir, je reçois les parents de Jeffrey Dahmer. Leur fils est l'un des tueurs en série les plus célèbres des États-Unis. Ce soir, dans une interview exclusive, ses parents, Lionel et Sherry Dahmer, nous expliqueront ce qu'il s'est passé pour que leur fils, d'apparence aussi inoffensive, se transforme en monstre. Pourquoi venir dans l'émission? Je veux faire passer un message aux autres parents. Je veux leur expliquer à quoi il faut faire attention quand on élève un enfant. Ça peut les aider. Oui. Vous êtes d'accord, Sherry? Tout à fait. Si nos conseils permettent d'éviter que la société doive faire face à un autre Jeffrey Dahmer, ce serait formidable. Ça ne doit pas être facile. Non. Ce serait plus facile de tout oublier. Oui, mais c'est impossible. Comment était-il adolescent? Il avait un cercle d'amis assez restreint. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, ils faisaient souvent des blagues. Aux dépens des autres? Oui. Au lycée, Jeffrey s'est greffé à notre groupe d'amis. C'était un peu comme si on l'avait adopté. Ce qui nous plaisait chez lui, c'était son sens de l'humour. Il déboulait dans les couloirs en criant « Tornade, 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 tout le monde à terre, couchez-vous !» Puis il se remettait à marcher, comme si de rien n'était. On trouvait ça très drôle à l'époque. En 2012, l'un de mes meilleurs amis du lycée, John Bagdorf, a publié une BD qui s'intitule « Mon ami Dahmer ». Ce comic book raconte nos années au lycée de Revere mieux que tout ce que j'ai pu voir et mieux que je pourrais vous le raconter. Ce que ses amis du lycée ne savaient pas, et ce que même sa famille ignorait, c'est que Jeffrey Dahmer était très différent de l'image qu'il donnait. Il avait un côté sombre. Dès son enfance et son adolescence, il a développé une sorte de fascination morbide pour les squelettes et la dissection. À l'âge de 12 ou 14 ans, on a découvert qu'il ramassait des animaux morts écrasés par des voitures au bord de la route. Et il les mettait dans des sacs. Il les rapportait chez lui et il les disséquait. Il était fasciné par les couleurs. Ce qui l'intéressait le plus, c'était les organes à l'intérieur de ces animaux. Quand il voyait ces couleurs, ça lui procurait du plaisir. En plus de ça, il a découvert son homosexualité à l'adolescence. Et il vivait dans l'Ohio, un État assez conservateur. À l'époque, c'était très mal vu. Et il ne pouvait pas en parler ouvertement aux autres. Dans la BD Mon ami Dahmer, on voit bien les problèmes qu'il a vécus au lycée. Il avait du mal à s'intégrer et il a dû combattre ses fantasmes tordus. Dans une interview à la télévision, il a tenté d'expliquer son comportement déviant. Vers mes 14 ou 15 ans, j'ai développé une sorte d'obsession. Je ne pensais qu'au sexe et à la violence. Nous, on n'aurait jamais pu penser à cette époque qu'il s'imaginait tuer des gens et avoir des relations sexuelles avec des hommes éveillés ou inconscients. Des années plus tard, on a appris que Jeffrey était obsédé par un jogger qui passait souvent devant chez lui. Mais personne, et pas même le jogger, ne savait que Jeffrey Dahmer fantasmait de s'en prendre à lui, de l'enlever. Il voulait frapper le coureur à la tête avec un objet lourd, le traîner dans les buissons et coucher avec lui. Il s'était caché dans les buissons pour lui tendre un piège quand il passerait. Mais il n'a jamais osé passer à l'acte. C'est terrifiant de se dire qu'il pensait à ce genre de choses alors qu'on était avec lui.
Jeffrey Dahmer savait très bien que ses pulsions sexuelles étaient perverses et malsaines. Mais il ne pouvait en parler à personne. Il a trouvé refuge dans l'alcool. Il buvait sur le parking du lycée avant les cours. Il avait toujours de l'alcool dans la valise qu'il trimballait partout. C'était très bizarre. Pendant son année de terminale, le mariage de ses parents a commencé à battre de l'aile et son père a quitté la maison. Comment l'a-t-il vécu? D'après ce qu'il m'a dit, ça l'a beaucoup perturbé. Il s'est éloigné de nous en terminale. Je crois que ses résultats scolaires ont commencé à chuter. Et il s'est mis à sécher beaucoup de cours en fin d'année. Il a complètement perdu pied quand ses parents ont divorcé. Sa mère est partie avec son petit frère et a déménagé dans un autre État, en laissant Jeffrey seul dans la maison familiale. Dans ses aveux, il a raconté ce qu'il avait ressenti à ce moment-là. Il a expliqué que c'est à cette époque qu'il a commencé à se sentir très seul et à vouloir à tout prix que les autres ne le quittent jamais. Cette peur de l'abandon était très présente chez lui. Il s'est retrouvé seul dans la maison de ses parents, alors que sa mère était partie commencer une nouvelle vie avec son frère et que son père n'était plus là. Et il a craqué. Le monde est devenu un environnement hostile dans lequel tous les autres étaient ses ennemis. Peu de temps après avoir obtenu son bac, Dahmer était en voiture et il est passé à côté de Steven Hicks. Et là, quelque chose lui a dit qu'il devait faire demi-tour. Et c'est ce qu'il a fait. Steven se rendait à un concert de rock ce soir-là, mais il n'est jamais arrivé. Dahmer a ramené Steven Hicks dans sa maison, où ses parents ne vivaient plus. Ils ont bu des bières ensemble, et c'est là que ça a dégénéré. Ils se sont disputés parce que Jeffrey lui a fait des avances et Steven a voulu partir. Jeffrey a saisi un haltère et l'a frappé à la tête. Et c'est à ce moment-là qu'il a compris à quel point il était difficile de se débarrasser d'un cadavre. Selon la police, Hicks a été pris en stop par Dahmer alors que celui-ci n'avait que 18 ans. Il a été tué dans la chambre et démembré dans le vide sanitaire. Il l'a démembré, puis il a caché le corps dans des sacs poubelles. Tout aurait pu se terminer ce jour-là. Dahmer s'est rendu à la décharge pour se débarrasser des morceaux du corps de Hicks. Et il a été arrêté par la police. Ils lui ont demandé de se garer et ils l'ont contrôlé. Mais comme il n'était pas ivre, ils l'ont laissé repartir. C'était son premier meurtre. Et quand les policiers lui ont parlé, ils ont dit qu'il n'avait pas l'air nerveux. Il leur a dit calmement qu'il allait jeter ses poubelles. Il n'a rien laissé paraître du tout. Dahmer s'en est tiré de justesse et c'est toute la société qui en a fait les frais. Mike Kukral a raconté qu'il avait ramené Jeffrey Dahmer chez lui en voiture après une soirée à cette époque et qu'il l'avait déposé dans l'allée. Ce que je ne savais pas et que je n'avais aucun moyen de savoir, c'est que quand je l'ai raccompagné, il y avait probablement un cadavre chez lui, celui de Steven Hicks, qu'il venait de tuer. Je ne pensais pas qu'on ne se reverrait jamais. 2 semaines après la fin du lycée, Jeffrey Dahmer avait déjà fait sa première victime. Il ne savait pas quoi faire de sa vie, il n'avait pas de projet professionnel, et c'est son père qui l'a poussé à aller à l'université. Il a passé un semestre ou un trimestre en automne à l'Université d'État de l'Ohio. Tout ce qu'il a fait pendant cette période, c'est boire et sécher les cours. Il est revenu à la maison et je l'ai forcé à s'engager dans l'armée. Il a fait son service militaire. Quand il en est revenu, il était en excellente forme physique. C'était encourageant pour son avenir. Moins de 3 ans après avoir rejoint l'armée, Dahmer a été expulsé pour alcoolisme. Et après l'armée? Il a continué à s'attirer des ennuis. Ça a fini par devenir ingérable. Alors on l'a envoyé vivre chez sa grand-mère dans le Wisconsin. Sous l'influence de sa grand-mère, il s'est un peu rangé et a commencé à mener une vie normale. Elle l'obligeait à aller à l'église et il a changé de comportement. Ça s'est très bien passé pendant un moment.
Ma mère lui faisait à manger et lui a trouvé un emploi dans une chocolaterie. Puis, ça a de nouveau mal tourné. Il buvait de plus en plus et il tuait de plus en plus. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il commette une erreur. Quand sa grand-mère le met à la porte en 1990, Jeffrey Dahmer a déjà tué 5 jeunes hommes. Il emménage alors seul dans un appartement situé dans un quartier pauvre de Milwaukee. C'est à partir de là qu'il perd totalement le contrôle. Dahmer n'a plus de compte à rendre à personne et peut maintenant se livrer à ses fantasmes les plus tordus et sadiques. Ses actes sont dignes d'un film d'horreur. Dahmer faisait partie des rares blancs à vivre dans ce quartier. Il a emménagé dans un immeuble qui n'était occupé presque que par des Noirs. Quand il s'est installé dans l'appartement 213, personne n'avait la moindre idée de ce qui se passait derrière cette porte. Les crimes de Jeffrey Dahmer étaient de plus en plus violents. Les rituels de démembrement auxquels il se livrait étaient de plus en plus abjects. Il étendait des bâches en plastique par terre où il déposait les corps avant de les démembrer. Le problème, c'est qu'il détestait faire ça. Il était obligé de boire jusqu'à être saoul pour surmonter son aversion. Dahmer détestait se débarrasser des cadavres de ses victimes. Et c'est comme ça qu'il a eu une idée encore plus glaçante que tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Il a trouvé un moyen de garder ses victimes en vie. Mon frère s'appelait Errol Lindsay. Il avait 19 ans. Un jour, il est parti pour faire un double d'une clé et il n'est jamais revenu à la maison. On ne l'a jamais revu. Errol Lindsay a été le premier cobaye de Dahmer. Errol était un garçon comme les autres. Il essayait de gagner de l'argent comme il pouvait, en travaillant à droite et à gauche. Jeffrey l'a rencontré en mars 1991, à l'intersection de la 27e et de Kilbourne. Il lui a proposé de l'argent pour qu'il se laisse prendre en photo nu. Errol n'était pas gay. Et même s'il l'avait été, ça n'aurait pas été un problème pour moi. C'était mon frère et je l'aimais. Mais il n'était pas gay. Je ne sais pas comment il l'a attiré chez lui. Ce que Jeffrey Dahmer a fait subir à Errol Lindsay est d'un sadisme révoltant. C'est inimaginable. Il s'est mis à percer des trous dans le crâne de ses victimes alors qu'elles étaient encore en vie. Dahmer a évoqué cette période dans une interview télévisée. Mon objectif était de faire en sorte que la personne reste en vie, mais dans un état proche du mort-vivant. Pour ça, je lui injectais dans le cerveau une solution à base d'acide dilué ou de l'eau bouillante. Il essayait de créer des morts vivants, des personnes totalement inertes, incapables de réagir. Son but, c'était que ses victimes restent à ses côtés et ne le quittent pas. Il ne cherchait pas à les tuer. Mon frère n'était pas un ange, je le sais. Mais il ne méritait pas de mourir de cette façon. Après le meurtre d'Errol Lindsay, Dahmer a tué 6 autres personnes en près de 3 mois. Il a parlé de ses derniers meurtres dans une autre interview. Les tuer, ce n'était pas mon objectif, c'était une conséquence. C'était ce qui me plaisait le moins. C'est pour ça que j'ai essayé de créer des espèces de morts-vivants avec la perceuse et l'acide chlorhydrique. À la fin de sa folie meurtrière, il ne contrôlait plus sa consommation d'alcool et il n'arrivait plus à se débarrasser des cadavres aussi vite qu'avant. Il disait souvent à son employeur qu'il était malade le lundi parce qu'il devait démembrer ses victimes. Dans les premières années, il espaçait suffisamment ses meurtres et ne tuait personne tant qu'il ne s'était pas débarrassé du cadavre précédent.
Il buvait toujours plus et il tuait de plus en plus souvent. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il commette une erreur. Plus le temps passait et plus il était dans une situation désespérée. Il planifiait de moins en moins ses meurtres. Après avoir fait 17 victimes en 13 ans, Jeffrey Dahmer a rencontré un certain Tracy Edwards. Dahmer a fait sa connaissance et l'a convaincu de le suivre chez lui. Quand il lui a passé les menottes, Edwards a voulu partir. Il lui a mis les menottes à un poignet et Edwards a réussi à le convaincre de le laisser aller aux toilettes. Tracy Edwards aurait été la 18e victime. Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose. Donc je lui ai dit que je voulais aller aux toilettes. J'ai tenté ma chance. Je ne voulais pas le laisser me tuer sans rien faire. Qu'avez-vous fait? Je l'ai frappé et j'ai couru hors de l'appartement. Il a essayé de m'attraper pour me retenir. Il s'est précipité vers les policiers et leur a demandé de lui enlever les menottes. J'ai dit à l'agent de police qu'un malade avait essayé de me retenir contre mon gré. La clé des policiers ne rentrait pas dans la serrure des menottes, donc ils sont remontés dans l'appartement pour les enlever. Et c'est là que Tracy leur a dit que Dahmer lui avait interdit d'ouvrir le réfrigérateur. Dahmer était à l'intérieur. Il a ouvert la porte et les a invités à entrer. Dahmer a enlevé les menottes de Tracy. Un des policiers a ouvert le frigo et y a trouvé une tête coupée. Quand la police est arrivée à l'appartement de Dahmer pour vérifier la version des faits de Tracy Edwards, ils ont pénétré dans un véritable abattoir pour êtres humains. Il y avait une tête coupée dans le réfrigérateur. Dans le congélateur, on a trouvé des filets découpés dans des biceps humains. Dahmer savait que tout était fini pour lui. Quand on trouve des restes humains dans un appartement, il n'y a pas d'issue possible. Il y avait une grande casserole en inox dans la cuisine. À l'intérieur, on a retrouvé 2 mains coupées. On a aussi découvert des classeurs entiers remplis de photos des victimes qui avaient été prises avant et après leur mort. Ces photos étaient insoutenables. On avait l'impression qu'il avait fait une mise en scène avec des mannequins. Sauf que là, c'était de véritables personnes. Mettez-vous à la place des policiers qui étaient là et qui essayaient de comprendre ce qu'ils avaient sous les yeux. Ceux qui étaient sur place ce soir-là n'avaient jamais vu une scène de crime aussi atroce. Le dégoût que l'on ressent quand on voit ce qui se trouvait chez lui pour la première fois est indescriptible. En 1991, quand il y avait un meurtre, les habitants du quartier se regroupaient sur la scène de crime et c'était très animé. Mais ce soir-là, tout était tellement silencieux que ça en donnait des frissons. Surtout quand ils sont descendus avec le baril dans les escaliers. Dans un coin de l'appartement, il y avait une grande cuve en plastique d'une contenance de 200 litres. À l'intérieur, on a retrouvé les torses de 4 victimes. On s'est dit qu'il valait mieux faire appel à une équipe spécialisée dans les matières dangereuses et munie de combinaisons spéciales pour la transporter. Pendant notre intervention, l'appartement ressemblait davantage à une maison des horreurs qu'à une scène de crime ordinaire. La police a arrêté Jeffrey Dahmer un peu avant minuit. 1h30 plus tard, il était au poste de police de Milwaukee et il racontait absolument tout aux enquêteurs. S'il nous a parlé pendant aussi longtemps, c'est parce qu'il en avait besoin. Il n'avait jamais eu l'occasion de parler de tout ça à quelqu'un. C'est pendant cet interrogatoire qu'on a pu reconstituer les faits et savoir qui avait été tué, où et quand. C'est comme ça qu'on a pu établir une chronologie. Pendant les 6 semaines suivantes, Dahmer a passé 166 heures à avouer tous les meurtres qu'il avait commis, en donnant des descriptions très précises. Il a détaillé tous ses actes immondes, y compris le cannibalisme.
On l'a surnommé le cannibale de Milwaukee. Pourtant, ce n'était pas l'aspect le plus important de son mode opératoire ou de ses fantasmes. Il ne le faisait pas au début. Il n'a commencé à le faire que bien plus tard. Il a fini par se dire que c'était du gâchis de devoir se débarrasser de ces hommes après avoir passé aussi peu de temps avec eux. En mangeant certaines parties de leur corps, il avait l'impression qu'ils faisaient en quelque sorte partie de lui. Certaines secrétaires n'ont pas pu rédiger les rapports d'enquête. C'était au-dessus de leur force. Ces actes étaient si ignobles qu'elles ont dû aller voir un psychiatre. Jeffrey Dahmer, officiellement accusé de 4 meurtres à Milwaukee, mais soupçonné d'en avoir commis une dizaine d'autres, est passé aux aveux. Le 24 juillet, il a fini par avouer ses derniers meurtres. Au total, il en avait commis 17. Mesdames et messieurs les jurés, nous allons commencer une odyssée. Les détails donnés par Dahmer sont très précis et atroces. Son odyssée dans le monde du sexe, du meurtre et du cannibalisme touche à son terme devant la justice. Il a plaidé non coupable pour cause de troubles mentaux. Il ne restait qu'à déterminer s'il était malade ou non. Quand on joue la carte de la maladie mentale, il faut déterminer si l'accusé fait la différence entre le bien et le mal. Et c'était le cas de Dahmer. Il avait non seulement prévu tous ses meurtres, mais il les avait aussi dissimulés. Il a soigneusement planifié ses crimes atroces pour sa propre satisfaction sexuelle. Leur vie en échange de ses désirs sexuels. J'ai montré au tribunal que tout avait été préparé de A à Z dans les moindres détails. Il n'avait jamais perdu le contrôle. Il n'avait rien d'un tueur fou. J'ai essayé de persuader le jury qu'à un moment de sa vie, la maladie avait atteint un stade où il ne pouvait plus contrôler ses actions. Jeffrey Dahmer était un train fou lancé à toute vitesse sur les rails de la folie. Mais dans ce train, il y avait un conducteur, et en l'occurrence, c'était bien Dahmer qui était aux commandes. Pour démontrer qu'il était bien un malade mental déconnecté de la réalité, son avocat a fait venir Tracy Edwards à la barre. Tracy Edwards a survécu à sa rencontre avec l'accusé et a pu en parler au tribunal vendredi. Il a décrit la transformation presque physique de Jeffrey Dahmer, dont le comportement a changé en quelques secondes. En arrivant chez lui, comment se comportait-il? C'était quelqu'un de tout à fait normal, comme tout le monde. Il était très gentil avec moi. Et d'un seul coup, il a changé. Il a sorti un couteau et des menottes. Vers quoi pointait-il le couteau? Quand j'étais par terre, il était pointé vers mon entrejambe. Il m'a dit qu'il ne voulait pas être abandonné. Son visage n'était plus le même, et même sa posture avait changé. J'avais l'impression que ce n'était plus le même homme. Il s'est allongé et a posé la tête sur mon torse. Dans quel but? Comme s'il écoutait mon cœur. D'ailleurs, il m'a même dit qu'il allait le manger. J'étais dans le tribunal et quand j'ai entendu tout ça, j'étais estomaqué. J'avais du mal à y croire. Au fond de moi, j'avais envie de vomir. Au total, le procès a duré moins de 3 semaines. Il a eu l'occasion de s'adresser aux familles des victimes. Et elles aussi ont pu lui dire ce qu'elles avaient sur le cœur. Jeffrey, je te déteste! Je te déteste! En ce qui concerne la mort de Richard Guerrero, l'accusé Jeffrey L. Dahmer souffrait-il d'une maladie mentale? Les familles étaient bouleversées. Pendant 3 longues semaines, elles avaient appris des détails horribles sur la mort d'un de leurs proches. Ce qu'elles devaient ressentir est inimaginable. Et là, elles étaient sur le point d'assister au dénouement de cette affaire. L'accusé Jeffrey L. Dahmer souffrait-il d'une maladie mentale? La réponse est non.
Le procès de Jeffrey Dahmer aura duré 3 semaines et s'est achevé cet après-midi. La plupart des jurés ont rejeté la thèse de la maladie mentale. En ce qui concerne la mort de James Dock Stator, quand le juge a lu les conclusions du jury, il a énuméré le nom de chaque victime avant d'annoncer le verdict. En ce qui concerne la mort d'Anthony Sears, leurs proches étaient en larmes. J'étais là, avec les familles des autres victimes. Je crois qu'on était tous sous le choc ce jour-là. Puis on a donné la parole aux familles. Vous m'avez enlevé mon fils de 17 ans. Je n'aurai plus jamais l'occasion de lui dire que je l'aime. Et ça, je ne pourrai jamais vous le pardonner. J'espère que vous pourrez vivre avec ce que vous avez fait sur la conscience. Dahmer n'a jamais tourné la tête vers les proches des victimes. Il a regardé droit devant lui. Je suis furieuse. Voilà ce que ça fait quand on perd le contrôle. La plupart des proches qui ont voulu faire une déclaration au tribunal sont restés calmes. Mais quand une des sœurs d'Errol Lindsay a pris la parole, elle n'a pas pu garder son sang-froid. Je ne veux plus jamais voir ma mère traverser ce genre d'épreuve. Plus jamais, Jeffrey. Je te déteste, je te hais. On ne méritait pas ça. Si tu me cherches, je te tuerai. Ma sœur voulait simplement qu'il comprenne ce qu'elle ressentait. Elle voyait ma mère souffrir tous les jours depuis la mort de mon frère. Et elle n'a pas pu contenir sa colère et sa détresse. Après les déclarations bouleversantes des proches des victimes, Jeffrey Dahmer s'est adressé au tribunal. J'ai conscience que la société ne pourra jamais me pardonner, tout comme les familles de mes victimes. Je les ai vus pleurer, et si je pouvais sacrifier ma vie aujourd'hui pour faire revenir leurs proches, je le ferais. Je suis sincèrement désolé. c'était simplement un homme qui vivait sur une autre planète. Il ne ressentait plus aucune émotion. Il n'avait d'empathie pour personne. Il avait connu de grands bouleversements dans sa vie. Et il avait dépassé le point de non-retour. Je sais que mes années de prison seront éprouvantes, mais je le mérite à cause de ce que j'ai fait. Je ne voulais pas être libre, j'aurais même voulu mourir. Jeffrey Dahmer s'est levé pendant son procès et a demandé la peine maximale. Il l'a obtenue. 15 peines de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, soit 936 ans de prison. En 1991, Dahmer a été incarcéré dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité, situé à Portage, dans le Wisconsin. En prison, Dahmer est devenu croyant et est même allé jusqu'à se faire baptiser. On n'a plus entendu parler de lui pendant 3 ans. Puis son nom est réapparu en 1994. Jeffrey Dahmer a été attaqué et tué ce matin pendant qu'il nettoyait les toilettes de la prison avec un autre détenu. Dahmer était le prisonnier qui était le plus souvent menacé à la prison. Ce jour-là, il nettoyait les sanitaires avec un co-détenu, Jesse Anderson. Christopher Scarver, un homme incarcéré pour meurtre, a pris un haltère dans la salle de sport. Il est allé dans les douches et a frappé Jeffrey Dahmer et Jesse Anderson à mort. Les résultats des premiers examens indiquent que M. Dahmer est décédé des suites d'un coup violent porté à la tête. Jeffrey Dahmer a été frappé si violemment que même les médecins qui ont tenté de le sauver ne l'ont pas reconnu. Les réactions à la mort de Dahmer n'ont pas été surprenantes. Les proches des victimes étaient soulagés que leur cauchemar prenne fin. Aujourd'hui, il a enfin payé pour ce qu'il a fait à tous ces jeunes gens. Je ne ressens rien de spécial, je suis sonnée. Je ressentais une haine profonde pour lui. Je le détestais plus que tout au monde, du plus profond de mon être, pour tout ce qu'il avait fait subir à ma famille. Ma famille n'a plus jamais été la même après ça. Il l'a complètement détruite. Pour conclure, j'aimerais simplement dire que j'espère que Dieu me pardonnera. Je sais que la société ne pourra jamais me pardonner. Je n'ai pas commis tous ces actes par haine. Je n'ai jamais détesté personne. Je savais que j'étais malade ou démoniaque, ou les deux.
L'avocat du tueur en série espérait qu'il serait déclaré fou. Dans un hôpital psychiatrique, ses pulsions meurtrières auraient pu être étudiées par des médecins. Son cerveau n'a jamais été examiné. Un juge a interdit qu'il soit conservé après sa mort. Nous ne saurons jamais ce qui a poussé Jeffrey Dahmer à tuer. Et même si c'était le cas, il est déjà trop tard pour les 17 familles qui ont perdu un être cher. C'était Hill Harper. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Révélation.